Hausse des prix des denrées alimentaires, inflation, pouvoir d'achat, intermédiaire, ces mots ont dominé le débat public ces dernières semaines suite à l'appel royal à célébrer Eid Kbir sans sacrifier de moutons cette année. Et puis il y a aussi la vidéo de ce poissonnier de Marrakech, une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, une vidéo qui a révélé les dérives d'un marché en mal de régulation. Le pouvoir d'achat des Marocains et des Marocaines inquiète et devient un sujet sensible. Comment on en est arrivé là ? Eh bien on fait le point aujourd'hui dans l'œil de l'expert avec notre invité Abdelghany Lyoumi. Bonjour Abdelghany Lyoumi. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous Abdelghany Lyoumi de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste des politiques publiques. Alors, quelques données du HCP pour commencer, si vous le permettez, Abdelghany Lyoumi. Dans l'une de ses dernières notes, le Haut Commissariat au Plan nous apprend que l'indice des prix à la consommation, le fameux IPC, a augmenté de 4,6% sur une année. Et puis, dans son enquête nationale, sur le niveau de vie des ménages, une enquête, on le rappelle, qui s'étale sur l'année 2022-2023, le HCP toujours souligne que les charges dédiées à l'alimentation s'accroissent et prennent le pas sur les dépenses qui sont consacrées aux loisirs. Votre diagnostic, Abdelghany Lyoumi, est-ce que ce sont les effets de la crise du Covid, l'impact des tensions géopolitiques, ou est-ce que ce sont des dysfonctionnements internes, la sécheresse par exemple ? Oui, vous avez vu normalement pour évaluer l'inflation au Maroc, oui. On pourrait penser à l'inflation importée, donc géopolitique, à condition de la hausse des prix du carburant, des céréales. C'est pas le cas aujourd'hui. On peut aussi la corréler avec la sécheresse. Ce n'est pas le cas non plus, parce que normalement la sécheresse touche toujours les céréales. Et nous avons une agriculture extractive, malheureusement, qui n'est pas écologique et qui est orientée exportation. Donc, non, nous avons une part dans notre inflation sous-jacente qui touche les ménages et qui fait la guerre au pouvoir d'achat des Marocains et en partie qui est spéculative. Et ça, c'est un problème qui touche tous les étages de la société marocaine et tous les niveaux des entreprises marocaines et pas seulement l'informel, pour ne pas l'accuser. Donc, c'est un vrai problème. Ça érode le pouvoir d'achat. Mais ça peut mettre en difficulté la paix sociale qui a été toujours construite au Maroc sur un pacte politique entre le pouvoir, entre l'État et la nation à travers l'alimentaire. Et on reviendra précisément avec vous, Abdelghany Lyoumi, sur le point des intermédiaires qui est le gros nœud du problème. On va essayer de le décrypter ensemble aujourd'hui et quels pourraient être les traitements de choc pour enrayer ce fléau. Mais peut-être juste avant, dans cette dynamique de questions grand angle, pour établir une chronologie, si vous le permettez, Abdelghany Lyoumi, est-ce que le Maroc a déjà connu une crise comparable à celle que nous traversons aujourd'hui? Alors, le Maroc a connu d'abord des famines en 1945-46 et qui étaient liées à la colonisation pendant que la France avait considéré le Maroc comme le grenier et toute la production agricole était exportée pour accompagner l'effort de guerre dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on a été sujet à la famine. Après, nous avons connu aussi des périodes de sécheresse dans les années 80. Et il y avait aussi une décision de ne pas célébrer Eid al-Adha. Oui, on a connu des époques et je vous dis que vraiment l'État marocain ou le pouvoir a toujours construit son existence sur la sécurité alimentaire et sur une paix sociale à travers l'alimentation. Est-ce encore le cas aujourd'hui? C'est le sujet. Alors, ça n'est plus le cas parce qu'il y a un constat qu'on peut faire, c'est que depuis qu'il y a ce gouvernement en 2021, je crois qu'il n'a pas compris ce pacte et puis il n'a pas fait l'effort de freiner l'inflation, parce que l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, on a 3,5 millions de Marocains qui sont passés sous le seuil de la pauvreté, alors que le souverain a appelé à la construction d'un État social. Je vais jouer à l'avocat du diable, mais ce gouvernement aussi a été élu dans une conjoncture particulièrement compliquée, au sortir, mais pas encore totalement du Covid. Est-ce qu'on peut lui imputer l'entière responsabilité de la situation qu'on connaît aujourd'hui? On ne peut pas lui imputer, parce que l'inflation, par exemple, de 2022-2023 est une inflation importée. Il y avait le problème énergétique et tous les pays du monde l'ont connu. Mais ce gouvernement, moi, je ne lui impute pas. Mais je dis normalement qu'il y avait des solutions. Moi, je fais partie des gens qui avaient appelé à mettre en place une taxe flottante sur le carburant pour ne pas payer les 18 dirhams. C'est que cette inflation, on a construit son lit
On a construit 100 lits. Vous allez me dire, oui, le gouvernement a fait beaucoup de subventions. C'est que les subventions, quand elles ne sont pas ciblées, quand elles sont aveugles, elles sont contre-productives. Je crois qu'il n'y a pas eu de stratégie de construction ou de défense du pouvoir d'achat des Marocains. C'est-à-dire que vous avez une classe moyenne aujourd'hui qui est déclassée. Et vous avez aussi des gens pauvres. Et à chaque fois qu'on parle au Maroc de problèmes économiques, on montre du doigt toujours l'informel et les classes populaires. Ce qui est faux, parce que je vous dis, l'informel touche tous les étages et la prédation, je répète, je souligne, la prédation, elle touche pas que les pauvres, elle touche aussi les très riches et elle touche aussi les sociétés qui ont fait des gros profits pendant cette période de Covid dans les énergétiques. Alors, la prédation. On va y venir avec vous, Abdelghani Youmni, parce que il y a, je le disais il y a quelques instants, le gros nœud aussi de cette hausse des prix aujourd'hui qui est au cœur des débats, eh bien, ce sont les marges exorbitantes des intermédiaires qui sont souvent pointées des doigts. On aimerait comprendre aujourd'hui, qu'est-ce qui est imputable à l'inflation et à quel moment on peut parler d'abus ? Alors, qu'est-ce qui est imputable à l'inflation? Parce que là, aujourd'hui... Par rapport à la hausse de prix qu'on connaît aujourd'hui. Malgré l'inflation on peut parler d'inflation, aujourd'hui, on n'est pas dans l'inflation. Parce que on est sur... l'inflation, il est à 2,5%. Mais on est sur ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Dans l'inflation sous-jacente, il y a le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, il a augmenté à peu près entre 2020 et 2025. Le coût de ce panier a augmenté à peu près de 60%. Je prends un exemple. Le prix de la viande en 2020 était à peu près à 65 dirhams. Aujourd'hui, on est à peu près au double, 125, 130 dirhams. Donc, il fallait prendre des mesures, elles n'ont pas été prises. Alors, ce qu'on peut imputer à l'inflation, c'est le coût, mais ce qu'on ne doit pas imputer à l'inflation, c'est la spéculation. Et là, je vous dis, un agriculteur, quand il produit des tomates, donc il va les vendre à 1,50 dirham. Arrivé au final, elles sont à 7-8 dirhams. Parce que vous avez beaucoup de circuits d'intermédiation et les plus graves, c'est la spéculation. Les spéculateurs, ce sont des prédateurs, ce sont des gens qui vont pas produire, qui vont pas vendre, mais qui vont entre le vendeur et le producteur. Ça veut dire qu'on va vendre... En fait, ce qui se passe sur les marchés financiers se passe aujourd'hui sur le marché alimentaire du Maroc. Et vous le dites, Abdelghani Youmni, l'intermédiation, vous le dites, c'est un sport national. Par qui ce système est entretenu? À qui ça profite? Ce système profite... Est-ce qu'on les connaît, ces intermédiaires? Alors, ce système profite à la conception du profit dans les pays du Sud, tout ça, l'Amérique latine, c'est-à-dire que le Maroc n'est pas un cas exceptionnel. C'est pas un cas exceptionnel. Parce que vous n'avez pas une culture entrepreneuriale de produire, de transformer une matière première pour la vendre. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs marocains se réclament d'être hommes d'affaires. Donc, c'est pas des entrepreneurs. Donc, comme vous avez cette notion d'homme d'affaires parce que il appartient à une famille de rang élevé, vous avez aussi l'intermédiaire dans le souk qui appartient à une famille de barons et qui exerce à peu près la même chose. Et on est sur une forme de prédation. La prédation, c'est simple. C'est que vous fournissez aucun effort, vous avez des profits. Je vais reprendre quand même une expression qui a été dite par un ancien premier ministre qui m'a beaucoup plu. Un monsieur voulait vendre un chameau. Parce que je l'ai entendu, ça m'a beaucoup séduit, ça explique un peu ma conception économique de la chose. Il voulait vendre un chameau, il a rencontré une autre personne sur son chemin. Il lui a dit, je vais regarder le chameau, et puis dites-le de s'asseoir, de se lever, de tourner à gauche, de tourner à droite. Il lui a dit, on va le vendre à combien? Ça veut dire que le propriétaire du chameau, n'avait plus la main sur son chameau, et ce monsieur qu'il a seulement rencontré. C'est ce que nous avons au Maroc, malheureusement. Nous avons un système de prédation, c'est que vous avez des spéculateurs qui ne touchent pas les produits, qui ne produisent pas les produits, qui ne vendent pas les produits et qui sont dans un circuit. Et ça, c'est un sport national. Si vous voulez, c'est la rente économique. Et qui n'est pas morale. Et qui a tous les étages. Et vous le décrivez très bien, Abdelghani Youmni. D'ailleurs, vous appelez ça l'économie d'El Hamza. Oui, bien vous sûr, la qualifiez comme ça. Donc, cette économie d'El Hamza, ce réseau d'intermédiaires, c'est un fait établi, vérifié, et le constat est partagé par les responsables, par la plupart des spécialistes du sujet. Mais est-ce que c'est un horizon indépassable? Comment on s'en sort? Alors, il est indépassable parce que moi, la secrétaire d'État à la pêche marocaine, qui a visité le marché du gros, à la sortie, il leur a dit, on est dans une économie de marché, donc il y a la liberté de l'offre et la demande. Mais la spéculation n'est pas dans l'offre et la demande. Pourquoi? Parce que l'offre, c'est produire ou acheter et revendre, mais la spéculation, ce sont des gens qui ni achètent,
ni produisent. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans une économie de marché, on est dans une économie de prédation. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On change de régime? Est-ce qu'il faut que l'État reprenne la main sur le prix de certaines denrées alimentaires? Comment on s'en sort? Et là, j'y viens. Alors, si vous voulez, ce phénomène n'est pas encore un cas particulier du Maroc. Il y a des pays qui ont connu, y compris la France et l'Espagne. Et je me suis amusé à publier dans un papier qu'il fallait avoir une plateforme numérique des prix comme la bourse, la cotation de la carotte, de la pomme de terre, de la tomate, des oignons tous les jours. Eh bien, ça existe. En France, en Italie, vous cliquez tous les jours sur le site, parce qu'il y a un site, et vous avez la cotation, et vous savez que la carotte, vous allez savoir que la carotte cote entre 3 et 5 dirhams. Donc, si vous allez sur le marché, vous la trouvez à 18 dirhams, vous refusez de l'acheter. Ou vous allez dire c'est pas normal. Et puis, il y a ça. Donc, il faut normalement... et des solutions beaucoup plus simples, hein, je me permets de vous couper, l'affichage des prix aussi. Non, pas que. Parce que l'affichage de prix n'est pas suffisant. Parce qu'il faut contrôler en amont, parce que si il faut une météo du pouvoir d'achat pour les Marocains. Nous avons un peuple qui est paupérisé. Nous avons des entreprises qui ont refusé d'augmenter les salaires pour ne pas s'aligner sur ce que l'inflation a fait. Aujourd'hui, il y a une solution, et cette solution peut venir du plus haut sommet de l'État, de Sa Majesté, de dire, voilà, moi, le pouvoir d'achat des Marocains, c'est quelque chose, il faut le protéger. C'est le point rouge. Alors, si c'est le point rouge ou la ligne rouge à ne pas dépasser, je crois que ce gouvernement ou le gouvernement prochain, et ça peut faire partie aussi des débats électoraux, de mettre en place une bourse des fruits, légumes, poissons, pour qu'on n'ait plus ce jeune qui sort dans la rue et qui nous dit 10 dirhams. Voilà. Ben moi, si en arabe, bien sûr, il faut le faire dans la langue du pays. Il faut pas le faire en français parce que ça sera pas inaccessible aux autres. Il faut le faire en arabe. Et moi, je sais que la carotte, que l'oignon, que les sardines, que la sole, et côté, vous savez, il y a des qualités entre 50 et 60, et j'arrive et je peux savoir. Et ça, c'est très important. Le deuxième, et là, je vais être d'accord avec vous, c'est l'affichage des prix partout. Partout, y compris dans l'informel. Parce que de toute façon, les Marocains, ils se fournissent surtout sur les marchés de la rue. Et ça, cette économie populaire... Le fameux marché hebdomadaire. De la rue, cette économie, elle sauve. Elle est informelle, et cette économie populaire sauve des milliers de familles, si ce n'est pas des millions de familles. Des deux côtés. De ceux qui se fournissent et de ceux qui commercialisent. Il faut l'affichage des prix obligatoire. On le trouve dans tous les marchés du monde. On arrive... Alors, si l'affichage de prix, on ne va pas avoir l'omerta. Et c'est le problème de l'omerta que nous avons sur l'alimentaire aujourd'hui. Alors, Abdelghani Niouni, il y a aussi un point que j'aimerais soulever avec vous aujourd'hui. Quid du Conseil de la concurrence? Qu'avez-vous pensé de la sortie d'Ahmed Arho il y a quelques semaines, qui dit que l'institution qu'il préside n'a pas de prérogative sur le contrôle des prix, ni même le gouvernement d'ailleurs, il a ajouté, et il a insisté, puisque nous avons cette fameuse loi 192 sur la liberté des prix. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Conseil de la concurrence se défausse un petit peu dans cette affaire? Écoutez, le Conseil de la concurrence, normalement, il s'occupe de l'offre et de la demande. Là, on n'est pas dans l'offre et la demande, on est dans la spéculation, on est dans un marché parallèle. Donc, le Conseil de la concurrence n'a même pas de mots à dire parce que ça le dépasse. Ça, c'est l'État marocain. Écoutez, en France, par exemple, il y a eu le vote de la loi Egalim. Et dans la loi Egalim, il y a plusieurs articles. Il y a le durable, l'écologie, la protection des terrains, des fertilisants. Mais moi, je me suis intéressé à un point qui est de la fixation des marges. La fixation des marges. Donc, il faut qu'il y ait une loi dont le Parlement marocain et aussi à la Chambre des conseillers qui soit votée pour protéger le pouvoir d'achat et pour dire il faut qu'il y ait l'affichage des prix, une plateforme numérique de la météo, du pouvoir d'achat et des produits agricoles et de la pêche. Mais je pense que le Conseil de la concurrence ne peut pas. Il est intervenu sur le carburant. Absolument. Et ça n'a pas beaucoup abouti. Et pourquoi on n'y parvient pas, d'après vous, Abdelghani Niouni? C'est un manque de courage politique? Est-ce que cette question de hausse des prix est un tabou? On l'aborde pas au sein du Parlement, au sein des institutions démocratiques de ce pays? C'est pas un tabou, c'est que je pense que sur le plan politique au Maroc, et c'est dommage, qu'on contraint la paix sociale, c'est que on n'a pas compris que le Maroc aujourd'hui a fait un rebond
comme un pays moderne, comme un pays des infrastructures, comme un pays qui est rentré du XXIe siècle, comme un pays qui est locomotive du continent africain, comme un pays... Ça, on l'a pas compris et nous avons des institutions qui vont pas en parallèle. Nous avons le chef de l'État qui fait des propositions, qui essaye qui fait beaucoup de choses, parce que la plupart des réformes sont venues du chef de l'État et pas des gouvernements successifs. Et je pense que les gouvernements successifs doivent jouer le rôle et on peut pas vouloir devenir un pays émergent en 2035, changer le modèle de développement, organiser la Coupe du Monde et ne pas être capable d'organiser notre commerce alimentaire quotidien avec des institutions, avec des lois et avec des règles. Il y a quelques semaines, cette campagne sur Internet, vous l'avez peut-être suivie, Abdelghani Youmni, hashtag Khli Andek. C'est une campagne donc qui appelle à boycotter les produits dont les prix ont beaucoup augmenté ces dernières semaines. J'ai envie de vous dire comme un air de déjà-vu. Hein, ça Bien nous sûr. Rappelle cette campagne de boycott en 2018. Qu'est-ce que ça dit, ça, concrètement, aujourd'hui, des mécanismes de protection des consommateurs au Maroc? Non, des Marocains. Il faut faire vraiment attention au Maroc parce que les Marocains ne sont pas idéologues. C'est pas une culture idéologue. Le Marocain n'est pas idéologue. C'est pas quelqu'un qui est orienté idéologie, qui va. Le Marocain, il aime le bien-être. C'est un peuple qui aime son bien-être, qui aime d'abord se nourrir, qui aime l'éducation, la santé. Et ça, ce sont des choses importantes qu'il défend. Aujourd'hui, il y a une conscience qui est en train de se construire en dehors de l'État et des institutions. Et ça peut avoir des conséquences très graves. C'est pour ça que moi je dis, il faut que le gouvernement et les gens qui dirigent ce pays se disent, aujourd'hui, on connaît les mots MAUX, on les connaît. Donc, il faut apporter des solutions. Parce que les gens attendent des solutions. Donc, les décideurs politiques, il ne faudrait pas qu'ils sortent, qu'ils disent on a attrapé tel, on a réglé tel. Il faut dire voilà. Et puis, l'enjeu, c'est que ces actions citoyennes ne soient pas aussi récupérées politiquement. L'enjeu, c'est la paupérisation des Marocains. On ne peut pas avoir un pays moderne et une population pauvre. C'est le cas du Chili. Et en parlant de la défense, il y a des pays qui ont pris des décisions. Les Italiens, les Espagnols, les Français, qui sont des voisins, sur la réglementation des prix. Il faut réglementer des prix, et puis il faut surtout que le monde rural ne soit pas déserté dans quelques années, parce que vous avez des agriculteurs qui produisent et qui ne arrivent plus à vivre de leur production. Oui. Parce que vous avez des prédateurs qui se font 300% de marge plus. Quand vous vendez vos oranges à 2 dirhams et vous les retrouvez à 12 dirhams sur le marché, il y a 10 dirhams de marge. Il y a peut-être aussi un enjeu de dialogue social. Il y a peut-être les présidents de ces fédérations, de ces filiales agricoles qui ne parviennent pas à se faire entendre. Oui, mais je suis ou à ouvrir le dialogue avec les principaux responsables. Mais nous avons le Marocain de base. Non. Je vous pose la question, je suis pas dans le factuel. Mais on oublie, souvent, nous, là, on est en train de parler une langue qui n'est pas la nôtre, hein, c'est le français. Oui. Et est-ce que tous les gens comprennent la langue qu'on parle? Il faudrait, je pense, que descendre vers le bas. Vous m'avez dit, ça peut venir du bas, mais il faut descendre vers le bas. Il faut parler aux gens qui sont en bas, parce que je peux vous assurer qu'on peut arriver à des conséquences qui peuvent être très graves dans ce pays, parce que les Marocains peuvent à un moment donné se poser la question sur le sens d'être citoyen. C'est pas qu'à travers le foot. C'est aussi à travers le bien-être social, l'éducation, l'emploi, la formation professionnelle, les universités. C'est ça aussi. Donc, le foot, c'est une très bonne chose. Ça a permis au Maroc de se hisser au 4e rang, d'arriver à la demi-finale de la Coupe du Monde. Oui. Nous organisons la Coupe du Monde, mais moi aussi je pose une question, est-ce qu'on peut aussi organiser une Coupe du Monde de la prospérité des Marocains et d'un meilleur partage des richesses? C'est ça le problème. Et il y a des Marocains qui sont très simples, qui n'ont jamais été à l'école, qui commencent aujourd'hui à se poser des questions, et les sorties aujourd'hui qui se font dans quelques villes, il n'y a pas seulement la question géopolitique, il y a aussi un arrière-goût de ce qui se passe au Maroc. Voilà. Donc, il y a aussi des revendications qui ne sont pas dites. Et je vous dis, c'est solutionner ces problèmes, c'est pas si c'était très difficile, on n'a jamais demandé d'augmenter les salaires de 30%. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que les Marocains payent le juste prix
de produits alimentaires dont on connaît le prix de départ et que ces prédateurs soient freinés. On l'a compris. Et vous avez remarqué une chose, je vais vous dire une chose très importante. Quand il y a eu l'État a demandé de faire des vérifications sur ce que possèdent les Marocains, en 72 heures, on a ramené 100 milliards de dirhams. Voilà, si vous voulez trouver où se trouve le fruit de la spéculation dans ce pays. Abdelghany Youni, on l'a compris, il faut agir et agir de manière urgente pour résorber et renforcer plutôt le pouvoir d'achat des Marocains et des Marocaines. À plus long terme, eh bien, il y a aussi cet enjeu de souveraineté économique, de souveraineté industrielle. Parce que lorsqu'on jette un coup d'œil à l'état de notre balance commerciale, vous qui êtes spécialiste justement aussi de ces sujets en lien avec nos accords de libre-échange, il faut renverser la vapeur. Il faut agir de manière urgente. Est-ce que le gouvernement actuel s'oriente aussi vers ce type de changement? Il y a 2 signaux positifs ces derniers jours. Vraiment 2 signaux. Il y a un investissement direct étranger, peut-être de $1 milliard d'une entreprise de textile qui est chinoise qui va s'installer au Maroc. Ça, c'est positif. Donc, nous, on a été un pays du textile dans les années 70. Et le textile, c'est ce qui emploie le plus des milliers et surtout des femmes des quartiers populaires. Donc oui, avec cet accord, c'est une très bonne chose. On est sur de la création d'emplois. Oui, il faut créer de l'emploi parce que je suis en désaccord à 99% avec Monsieur Trump sur sa politique internationale, mais sur la politique commerciale, il faut pas aussi subir une prédation par les exportations. Avec l'Égypte et la Turquie. J'y viens, voilà. C'est avec eux que nous avons des problèmes. On a moins de problèmes avec l'Union européenne. Les balances sont presque équilibrées. Mais par contre, avec la Turquie et l'Égypte, il faudrait faire des joint ventures dans des secteurs. Le textile, le tapis, l'agroalimentaire surtout, qui crée aussi de l'emploi, parce que vous savez qu'on importe des chips. On importe du jus d'orange alors qu'on peut le produire, du jus de fruits. On importe de la confiserie qu'on peut produire. Donc, j'ai fait une petite lecture pour voir. Nous avons 2000 entreprises. Nos industriels sont trop paresseux? 2000 entreprises. Non, je vous ai dit au début, c'est des hommes d'affaires. C'est ça qu'il faut changer. C'est cette posture. Alors qu'en Égypte, en Turquie, c'est pas la même chose. En Égypte, il y a 45 000 entreprises d'agroalimentaire. Nous avons 2000. En Turquie, il y a 58 000. Nous avons 2000. Et c'est pour ça qu'on subit aussi cette exportation. Alors, au début, il faudrait ramener les Turcs et les Égyptiens, surtout parce que c'est eux qui nous posent des problèmes, à créer des entreprises au Maroc et de l'emploi et à produire ensemble. C'est ce qu'il faut faire. On n'a pas d'autre solution. Parce que eux, ils ont les intrants, ils ont le savoir-faire. Nous avons la fiscalité. On peut apprendre ensemble et créer un modèle de substitut d'importation que Moulay Hafid Al-Alami avait défendu, que je défends aussi, sur au moins ces produits qui touchent le panier de la ménagère, qui touchent aussi nos besoins alimentaires. Avant de conclure, peut-être un mot sur la décision de Banque al-Maghrib de baisser le taux directeur de 2,5 à 2,25. Ce choix vous a-t-il surpris? Alors, je vais vous dire quelque chose de positif. J'ai dit des choses négatives sur le gouvernement, il y a aussi des choses positives. On a la chance d'avoir un Wali Banque al-Maghrib qui a accompagné le plan d'ajustement structurel, qui connaît parfaitement l'économie marocaine et qui est très critique sur beaucoup de choses et qui dit ce qu'il pense. Et puis, sur les décisions monétaires, moi, je ne m'attendais pas à cette baisse de 0,25, mais elle ne m'a pas surpris. Elle ne m'a pas surpris parce que je pense... Alors, pour moi, me concernant, après, je ne suis pas dans ses analyses à lui, qui sont excellentes toujours, je pense qu'il a vu la pluviométrie, donc il y a de l'espoir. Et puis, il a vu que les choses commencent à se bouger au niveau de la géopolitique internationale. Il s'est dit, je vais donner aussi un coup de pouce de 0,25 pour relancer l'immobilier, qui est vraiment aujourd'hui dans une situation dramatique, aussi dans l'emploi, parce que ça crée de l'emploi, et dans la consommation des ménages, dans les crédits automobiles. Donc, il a dit, je vais faire un petit coup de pouce. Et de toute façon, les 0,25, vu l'inflation que nous avons, il n'a pas de conséquences graves sur une inflation qui devrait se maintenir, on nous dit, à 2% à peu près. Oui, à 2%. Donc, c'est une décision beaucoup plus, si vous voulez, efficiente que ce que je pensais. Et c'est un courage de Wali Banque al-Maghrib. Mais je pense qu'il veut du bien pour ce pays. Abdelghany Youmi,
en finit sur cette note enthousiaste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste en politique publique. C'était l'œil de l'expert. C'est la fin de ce numéro Tel Quel Talk. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Cet épisode est à retrouver sur les principales plateformes de téléchargement. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner sur la page officielle de Tel Quel et évidemment sur notre site telquel.ma.